20h sur la télévision Futur Média, l'heure du journal. Bienvenue à tous et à tous. Tout de suite, les titres. Dette de la presse au fisc, au total 40 milliards qui ont motivé le blocage des comptes bancaires de certaines entreprises de presse. En réunion ce mercredi, les patrons de presse ont à l'unanimité demandé au chef de l'État d'autoriser une main levée sur ces comptes bloqués. Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin. Principal constat, nombreux sont les quartiers de Dakar et même de l'intérieur du pays où l'insalubrité règne en maître. C'est le cas à Ngor où les populations réclament un meilleur cadre de vie. Pendant ce temps, le ministre de l'Assainissement s'active au bouclage des travaux de drainage des eaux pluviales pour aborder sereinement l'hivernage. Spéculation sur le prix de l'oignon, l'agence de régulation des marchés veille au grain. Son directeur en tournée dans la zone des Niayes invite les producteurs à ne pas faire dans la surenchère. Le prix de l'oignon est actuellement fixé entre 300 et 350 francs. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Les patrons de presse demandent une main levée sur les comptes bloqués de certaines entreprises. Le patronat estime que l'heure est grave. Il appelle le chef de l'État à prendre une décision politique pour stopper l'hémorragie. Les entreprises de presse, pour rappel, doivent près de 40 milliards au fisc sénégalais. Ces patrons se sont réunis ce matin pour se concerter en vue de surmonter ensemble cette crise. Un compte-rendu signé Fatima Touré et Pape Sangoné Mbaye. Beaucoup d'entreprises de presse risquent de mettre la clé sous le paillasson. Pour cause, certaines d'entre elles ont déjà vu leur compte bloqué. Près de 40 milliards de dettes fiscales réclamées par le service des impôts. Réunis en urgence, les patrons de presse demandent une main levée sur ces comptes le plus rapidement possible. Cela engendre une situation de crise indescriptible. D'autant que ça coïncide avec la fin du mois, ça coïncide avec la préparation de la fête de la Tabaski. Nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, nos comptes sont bloqués. Il faut que le ministère des Finances et du Budget fasse la main levée sur ces comptes-là. Si on ne le fait pas, mais chaque jour qui passe est un jour qui met en cause notre propre existence. En ce qui concerne la dette réclamée, les patrons de presse émettent des réserves. La somme faramineuse qu'on réclame aux entreprises de presse ne correspond pas à la réalité. Cette somme-là fait l'objet de la dette fiscale proprement dite des entreprises de presse et les redevances de l'audiovisuel dû à l'ARTP. Donc c'est un montant qui pose problème. Toutefois, ils tiennent à préciser qu'ils ne refusent pas de s'acquitter de cette dette, mais il faudrait des concertations avec le service des impôts pour voir les modalités de paiement. Nous ne refusons pas et nous payons les impôts. C'est une mauvaise presse de dire que nous ne payons pas les impôts. Par contre, ce que nous demandons, compte tenu de la spécificité du secteur de la presse, qu'il y ait une fiscalité adaptée. Depuis l'avènement du nouveau régime, les entreprises de presse sont menacées, selon les patrons de presse. À ce rythme, beaucoup d'agents risquent de perdre leur boulot. Ils demandent au président de la République de prendre une décision politique pour freiner l'hémorragie. Les populations de Ngor ont profité de cette journée du 6 juin dédiée à l'environnement pour réclamer un meilleur cadre de vie. Elles indexent le canal à ciel ouvert qui traverse leur localité, un canal source de problèmes pour ces populations riveraines. Le maire de la commune, pour sa part, interpelle le chef de l'État étant donné que l'assainissement ne fait pas partie des compétences transférées. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. Des ordures, ça et là. Des tas d'immondices, l'image qu'offre le canal de Ngor est peu reluisante. Un canal à ciel ouvert qui hante le sommeil des populations, surtout en cette veille d'hivernage. En période d'hivernage, nous vivons un calvaire, surtout quand il y a marée haute. Le canal déborde et l'eau nous envahit. Moi, c'est le problème que je vis. Je suis obligé de fermer parce que les clients ne viennent pas à cause de l'eau. Et c'est un manque à gagner.
parce que déjà rek xam nga ñi toog fii air bi ñu war a noyyi xam la bi ñuy noyyi di air bu baax. Il y a trop de problèmes liés au canal. Nous ne respirons plus un air pur. Nous demandons à l'État de nous aider à trouver une solution. Les eaux du canal affectent même la mer. Les poissons se font rares. Et quand vous vous baignez, des boutons apparaissent sur votre corps. C'est difficile. L'édile de la localité, pour sa part, reconnaît les difficultés que vivent les populations à cause du canal, mais affiche tout de même son impuissance. Il interpelle le chef de l'État pour une solution à ce problème. Il y a un canal à ciel ouvert qui reverse vers la mer et qui prend toutes les eaux usées de Dakar. Donc aujourd'hui, je pense que il est de la responsabilité de l'État, notamment le chef de l'État, parce que l'assainissement n'est pas une compétence transférée, donc ça relève des compétences de l'État central. Donc nous invitons le chef de l'État à nous accompagner, à trouver des solutions à ça. Parce que si toutes les eaux usées de Dakar sont reversées à Ngor, c'est juste une question de temps, parce que c'est toute la mer qui sera polluée. Et quand la mer sera polluée, toutes les activités économiques, sportives, traditionnelles qui se déroulent autour de la mer vont être détruites. Donc nous invitons le chef de l'État, qui est également responsable pour nous accompagner à sauvegarder cet héritage que nous avons reçu de nos aïeux. En cette journée marquant la semaine de l'environnement, les Ngorois lancent un appel aux nouvelles autorités pour un meilleur cadre de vie. Et après le calvaire subi par les habitants de Ngor, ce cri de détresse des habitants de Darou Habibi, c'est dans la commune de Tivaouane Peulh. La cité est colonisée par les eaux pluviales, un problème qui dure depuis plus de 4 ans selon les résidents qui demandent l'aide des nouvelles autorités. Les serpents hantent également le sommeil des populations. Les enfants, pour leur part, souffrent de nombreuses pathologies. Je vous propose d'écouter tout de suite Mbaye Faye. Il est adjoint délégué au quartier Darou Habibi 2. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambassan. La situation est là, visible, concrète, palpable. 4 ans durant, nous vivons le calvaire. 4 ans durant, nous vivons les affres des inondations. Pendant 4 ans, nous ne parvenons pas à sortir du bout du tunnel. Et c'est pourquoi je ne dirais pas que rien n'a été fait. Permettez-moi d'abord, malgré tout cela, de remercier les autorités administratives et militaires et paramilitaires. Nous sommes en pleine saison sèche. Le niveau de l'eau ne cesse d'augmenter. Nous sommes en pleine saison sèche. Nous sommes envahis par de hautes herbes. Où faufilent maintenant les serpents les plus venimeux et des anacondas. On en a assez. Pour le moment, nous crions pour nous-mêmes. Nous demandons aux nouvelles autorités, de grâce, de nous aider à régler définitivement ces inondations. C'est tout ce que nous voulons. Il y a toujours les enfants qui s'y baignent à l'insu des parents. C'est dangereux. Et pour aborder sereinement l'hivernage qui s'annonce, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement lutte contre les inondations. Cheikh Tidiane Dièye vient d'instruire les services compétents de l'État à boucler les travaux de drainage des eaux pluviales à Dakar, mais aussi au sein de la banlieue, et cela avant la fin du mois de juin. Il promet que toutes les mesures nécessaires seront prises pour soulager les populations. Cheikh Tidiane Dièye a tenu ses propos à Keur Massar, où il a présidé un forum sur l'assainissement. Nous l'écoutons avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. L'une des meilleures façons de prévenir les inondations, c'est d'éviter de jeter par exemple des ordures dans les canaux, d'éviter d'obstruer les voies de circulation de l'eau, d'éviter de s'installer et de construire sur les voies naturelles de circulation des eaux. Et cela, ce sont des comportements humains. C'est pourquoi je voudrais ici appeler encore le peuple sénégalais, à travers vous qui êtes là, à changer nos comportements. Et le but de cette visite, c'était d'observer de vive voix ou de visu par moi-même. Ne pas seulement me contenter des rapports qui me sont envoyés dans mon bureau, quoique j'ai une totale confiance en mes directeurs et techniciens, mais j'ai préféré aller sur le terrain pour m'enquérir de la situation. Non seulement j'ai observé, j'ai mesuré l'état d'avancement des travaux, mais je leur ai dit que j'y reviendrai dans les meilleurs délais. Dans 15 jours au plus, je ferai encore un tour, peut-être avec une délégation plus serrée. Je voudrais voir si les instructions ont été satisfaites et respectées. Et Inch'Allah, je le ferai à chaque fois que de besoin, y compris pendant l'hivernage, qui nous dit-on sera pluvieux. Je peux vous garantir que lorsque ce sera le cas, à Dieu le plaise, je serai à vos côtés.
Et je vous l'annonçais en titre, ce 5 juin est donc dédié à l'environnement. La journée a été célébrée au Sénégal par le ministère de tutelle et de la transition écologique, la restauration des terres, la déforestation et la résilience à la sécheresse, thème de la célébration cette année. Le président de la République, pour sa part, a planté un arbre au Palais de la République, un acte pour dire stop à la déforestation. Les détails, c'est avec Habib Faye. Le président de la République plante un arbre au palais pour combattre la déforestation. En cette journée mondiale, l'occasion est saisie par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour débattre sur la restauration des terres, la déforestation et la résilience à la sécheresse. Alors pour un pays qui est menacé par la désertification au nord et la déforestation dans les régions sud du Sénégal qui abritent les derniers bastions forestiers, vous imaginez un peu comment ce chiffre est extrêmement important pour nous. Le constat du programme des Nations Unies pour l'environnement est sévère car peu de ces objectifs ont été atteints. Et les cris d'alarme lancés à l'occasion de ce panel par la génération Restauration, un slogan bien porté par les écologistes pour faire face aux menaces. Le dernier rapport d'évaluation mondiale des forêts, qu'on appelle communément FRA, et qui est élaboré par l'AFAO, a montré que chaque année au Sénégal, on perd environ 40 000 hectares de forêt. Des solutions sont préconisées. Donc, ce sont ces solutions donc, naturelles qui sont préconisées dans ce panel pour essayer autant que possible donc, de lutter contre la désertification, mais aussi pour permettre aux communautés de vivre et de... La journée est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la commune de Golfe Sud a lancé ce mercredi 5 juin le programme Golfe Vert. C'est un projet qui s'occupe des questions environnementales de la commune. Il prévoit, ce projet, de planter pas moins de 2000 arbres en associant jeunes et associations de quartier pour préserver les plantes et conserver l'environnement de la commune. Abdoulaye Diop, Amadouba, reportage. Lancé ce mercredi lors de la Journée mondiale de l'environnement, le programme Golfe Vert comporte plusieurs axes, dont le reboisement. Avec la commune, reboiser les grands artères. Donc nous allons commencer par l'axe Casbi, ensuite l'axe Malibou, et au-delà de ça, nous allons travailler avec les quartiers pour aller sur un plan de reboisement dans les quartiers. Donc ces deux pans, c'est les grands axes, mais aussi c'est les axes qui sont à l'intérieur des quartiers. Voilà un peu le programme ambitieux que nous portons. En collaboration avec la population et les associations, la commune vise à planter 2000 arbres. Reboisement de 2000 plantes dans la commune. Mais nous n'allons pas nous limiter à ces 2000 plantes. Après les réunions que nous avons eues avec les associations, les membres nous ont dit qu'ils ne veulent pas nous laisser mener ce projet seul, mais qu'ils veulent s'organiser dans chaque quartier pour reboiser des plantes. Dans ce cas, la mairie va les accompagner. Aujourd'hui, nous avons reboisé 500 plantes et nous allons continuer jusqu'à la plage de Malibou. En collaboration avec la population et les associations de quartier, la commune vise à reboiser 2000 plantes. Le reboisement. Nous avons les questions du cadre de vie. Comment faire pour améliorer notre cadre de vie? Comment faire pour désencombrer? Mais surtout, comment faire pour reverdir et embellir notre commune? C'est des questions sur lesquelles nous sommes en train d'apporter des réponses concrètes sur le terrain. À côté de ça, les questions de tri de déchets sont des questions aussi très importante sur ce programme de Golfe Vert qui va dans les prochains jours lancer le programme du tri des déchets pour que les déchets soient aujourd'hui considérés comme une ressource et non comme un problème. La commune souhaite également mettre en place un suivi pour atteindre ces objectifs.
Et nous souhaitons que ce soit un reboisement porté par les populations. Parce qu'à elle seule, la commune ne peut pas réussir à garantir la réussite d'un tel programme. Mais avec toutes les parties prenantes de la commune, que ce soit les délégués de quartier, que nous remercions au passage, qui sont là depuis 9 heures pour accompagner cette journée, les conseillers municipaux, les ASC, les femmes, les jeunes, chacun est partie prenante pour la réussite de ce projet de reboisement. D'autres activités sont prévues ce jeudi dans le cadre du programme. À Diourbel, les commerçants peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Un second marché vient d'être ouvert pour désengorger le mythique marché Noumbé Diop qui ces dernières années a souffert d'incendies répétitifs, d'inondations mais aussi et surtout de promiscuité. Grâce à un partenariat public-privé, le maire et des partenaires allemands ont ouvert le marché Keur Cheikh Ibra Fall. Les détails, c'est avec Babacar Diouf et Nongoyay. Diourbel, la capitale régionale, étrenne son second marché. Grâce à un partenariat public-privé, les commerçants peuvent désormais sortir de la promiscuité. Il faut des partenaires pour nous appeler ci ay programme ak ay projet ko xamni Diourbel ben marché mo fi nek mu Noumbé Diop ko gis xamni marché bi presque dafa fess ba yoonu hôpital bi ak partout nit ñi dañ fa fess motax ñu xalaat déjà yokku marché yi mais mu émo ak bëgg-bëgg Sidi Diop. Le promoteur, nommé fils de Diourbel, invite ses pairs à investir dans leur localité. Discuté avec nous, il a travaillé avec nous, il nous a supportés pour que nous autres, les privés, nous puissions venir à son support, mais à travers lui, au support de tous les Diourbellois. Une relation public-privé, c'est quoi? C'est que, comme il le dit toujours, mon Thierry Gilayor, il a le couscous. Maintenant, il a besoin d'autres qui ont la sauce. Qui a la sauce, c'est le gouvernement central de Dakar, mais ce sont les privés. Et les privés, si on parle de privés, nous devons commencer par les fils du terroir. Ce nouveau marché installé dans le quartier Keur Cheikh va résoudre beaucoup de problèmes auxquels certains commerçants étaient jusque-là confrontés. Spéculation sur le prix de l'oignon local. L'agence de régulation des marchés veille au grain. Son directeur en tournée dans la zone des Niayes invite les producteurs à ne pas faire dans la surenchère. Le prix de l'oignon est actuellement fixé entre 300 et 350 francs CFA. Cheikh Anta Diop, Seylatia. Il suffit d'un tour à Ngomène dans la commune de Pout pour se rendre compte de l'importante quantité d'oignons qui dort au niveau des plateformes de circonstance. Selon le directeur général de l'agence de régulation des marchés, le marché sera bien approvisionné. Et nous avons été satisfaits quand même de voir le niveau de production. Sur cet espace-là, il est attendu pratiquement une production de 1500 tonnes qui va alimenter le marché. Et l'engagement des producteurs à alimenter le marché national quand même est salutaire. Le directeur général de l'ARM invite les commerçants à proposer des prix raisonnables. À des prix conseillés variant entre 300, 350 ou 400 au grand maximum. Le représentant des producteurs, Cheikh Gueye, rassure les consommateurs par rapport aux prix qui seront proposés. Nous ferons de notre mieux pour que les consommateurs s'approvisionnent sans difficulté et à des prix raisonnables. Aussi, nous demandons au gouvernement de construire des unités de conservation compte tenu de la grande quantité de la production qui risque de pourrir sur place. Même bu munta daj lépp it dinañ ci am luñ ci tàmbalee nga xamanteni ni tey ci lañuy dépôt soble bi ndax soble yépp xajul ci plateforme. De Ngomène à Balsande, en passant par Morolon et plusieurs autres villages dans la zone des Niayes, des tonnes d'oignons meublent le décor des champs. Allez, on parle à présent des éleveurs et notamment du Conseil national des éleveurs du Sénégal qui vient de demander au président de la République de procéder à des réformes foncières qui pourront mettre fin aux nombreux conflits constatés entre éleveurs et agriculteurs. Une sollicitation faite en marge de la cérémonie de clôture du Forum national de partage et de vulgarisation du code pastoral tenu au King Fahd Palace. Ismaël Sow est président des éleveurs du Sénégal. Le voici au micro de Moudou Fall. Lançons appel
à Monsieur le Président de la République qu'il doit créer une commission nationale de réforme foncière. On donne cette commission aussi à temps. Ça le permettra aussi de réfléchir profondément, réunir aussi des codes qui existent. On les examine tout. Parce que vraiment, un pays comme le Sénégal, qui a moins de 200 000 km² avec 18 millions de Sénégalais, j'espère que c'est normal quand même que l'État réfléchisse vraiment sur les fonciers. Sinon, vraiment, nous sommes dans le danger. Allez, on s'intéresse à présent à un constat. Au Sénégal, les professions juridiques sont la chasse gardée des hommes. En témoignent des statistiques dont dispose l'Association des femmes magistrats du Sénégal. Eh bien, pour inverser la tendance, ses membres ont décidé de sillonner le pays pour intéresser les filles au métier du droit. À l'étape de Ziguinchor, les autorités éducatives se sont félicitées de l'initiative qui, à leurs yeux, eh bien, recoupe les objectifs institutionnels en matière d'éducation, mais aussi de formation. Le point, c'est avec Lamine Ba et Lamine Mandian. Sur les 580 magistrats que compte le Sénégal, seuls 102 d'entre eux sont des femmes. Ces statistiques livrées par l'Association des femmes magistrates du Sénégal sont révélatrices de la faible représentation des femmes dans les professions juridiques. L'objectif de l'Association des femmes magistrates du Sénégal est de déconstruire l'idée que les professions de droit sont du domaine exclusif des hommes. Elle a, dans ce sens, entrepris une tournée nationale de sensibilisation pour intéresser les filles au métier de droit. L'étape de Ziguinchor a été marquée par de grands moments de partage entre femmes juristes et élèves filles leaders. Nous avons commencé par Ziguinchor et de parler aux jeunes filles, de leur offrir, de leur montrer des modèles. Nous sommes venus avec de très jeunes magistrates d'ailleurs qui ne sont pas beaucoup plus âgées que ces jeunes filles. Et voilà, ça fait rêver. Nous tous, nous toutes, nous sommes passés par là. Il nous est arrivé d'aller à une soutenance de thèse et tout de suite, une vocation est née, celle de devenir médecin. D'autres sont allés à une prestation de serment d'avocat ou de magistrat. Une autre vocation est des exemples. Et c'est ça que nous allons offrir. Donc, j'espère seulement qu'au cours de cette rencontre, nous aurons beaucoup de vocations de femmes magistrats. Ce combat pour le rétablissement des inégalités entre les hommes et les femmes tient à cœur le programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne l'Association des femmes magistrates dans sa vision. Cette raison-là, que le PNUD a jugé utile et important de s'associer avec l'Association des femmes magistrates parce que justement je pense qu'il y a des statistiques qui parlent. Madame Ndiaye, la présidente de la FMS, l'a évoqué tout à l'heure. Sur près de 500 et quelques magistrats, on a une centaine. Et donc ces gaps-là nous alertent et nous poussent donc à travailler davantage justement, à sensibiliser les filles. Pas seulement les filles justement, mais les communautés, les encadreurs, les professeurs, les familles, à accompagner les filles à se maintenir à l'école, mais à pousser au plus haut niveau. Cette initiative de l'Association des femmes magistrates du Sénégal s'inscrit en droite ligne avec la vision des autorités en matière d'éducation et de formation, explique l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Une initiative que nous saluons, que nous avons accompagnée et soutenue, parce que tout simplement, c'est une préoccupation partagée. En ce sens qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la problématique de l'éducation des filles et surtout la problématique de l'égalité et l'équité entre garçons et filles face aux questions d'éducation est une préoccupation majeure. En témoigne l'audit genre qui est en cours, dont le rapport a été validé tout récemment. Un audit qui doit déboucher vers l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'institutionnalisation de l'égalité et l'équité garçons-filles dans l'éducation, assortie d'un plan d'action. C'est pourquoi je disais que c'est une préoccupation partagée. Plusieurs femmes magistrates ont été offertes en exemple aux élèves filles leaders venus prendre part à la rencontre initiée par l'Association des femmes magistrates du Sénégal. Un suivi des profils appropriés va être opéré pour donner forme à la vision. Et à la une de l'actualité également ce soir, le décès à 80 ans de Mariam Dicko, première femme chimiste de Côte d'Ivoire, dont le visage était sur la pièce de 25 francs CFA. Mariam Dicko, donc première femme chimiste de la Côte d'Ivoire.
Nous poursuivons ce journal. Après le Wallo et le Niani, le Sénégal se dote d'un nouveau bateau de guerre dénommé le Kayor, un patrouilleur de haute frappe avec des lance-missiles, des canons et autres armements sophistiqués. Grâce à cette nouvelle acquisition, les eaux sénégalaises seront bien gardées, et notamment nos ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. Ce matin, le contre-amiral Abdoussen a réceptionné le bateau appelé le Kayor. C'était à la Marine nationale avec tous les honneurs. Pape Faragning et Lamine Diagne y ont assisté. Reportage. Une mer peut agiter en ce mercredi. De loin, on aperçoit un géant se poser sur les eaux sénégalaises, le Kayor. Un bateau d'une intelligence artificielle imposée par la haute technologie, dont sa capacité de frappe dépasse l'entendement des non-initiés. Un joyau réceptionné par le contre-amiral Abdoussen pour protéger et surveiller nos eaux. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À plein charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 km. Le patrouilleur de haute mer Kayor est doté d'un système d'armes puissant. Son armement est constitué de canons, d'artillerie légère et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyens de communication qui lui permettent de rester en permanence en contact avec l'état-major. Un outil dissuasif avec des missions de défense militaire et de sécurisation de nos ressources naturelles. Le patrouilleur Kayor viendra donc contribuer activement aux missions qui sont assignées à la Marine nationale. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions d'action de l'État en mer, notamment la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations de pétrole et de gaz. En bref, le patrouilleur Kayor est une véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie. Un tel joyau nécessite aussi un bon entretien par les marins. PV sont des navires qui sont de la dernière génération, qui respectent toutes les nouvelles normes de construction. Donc durant notre séjour, nous avons pu découvrir les points critiques qui permettent d'optimiser le coût de possession des navires. Après l'acquisition du Wallo du Niani, la flotte sénégalaise vient d'acquérir un nouveau bateau flambant neuf et bien équipé. Grâce à ses capacités de frappe, nous semblons être hors de danger, surtout en cette période d'exploitation des réserves gazières et pétrolières. Séance de consultation gratuite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une initiative de l'amicale des travailleurs du rectorat. Plus de 250 patients ont donc été auscultés ce matin. Pas moins de 50 personnes ont aussi donné de leur sang pour sauver des vies. Une action à pérenniser selon le président Abdoulaye Niang. Il prévoit de décentraliser ces consultations dans d'autres structures sanitaires afin de permettre à tout un chacun de bénéficier de cette prise en charge. Plusieurs pathologies ont été détectées, dont le diabète, la cardiologie, la pneumologie et la pédiatrie. Voici le professeur Abdoulaye Niang que nous écoutons au micro d'Abib Faye. Donc, non seulement de les pérenniser, mais aussi donc de les déployer dans d'autres structures, dans d'autres localités donc de la capitale. Et pourquoi pas même avec, en collaboration d'autres amicales au niveau donc de l'université et même d'autres universités publiques sénégalaises. Donc, pour un peu répondre à cette question, donc, on a jugé nécessaire d'aller sur plusieurs pathologies, que ce soit donc il y a la cardiologie, il y a la pneumo, il y a l'endocrino, il y a aussi donc l'ophtalmologie aussi, la dermatologie aussi. Donc je pense que depuis ce matin, on a beaucoup de patients
qui sont partis donc voir donc l'ophtalmo. Et c'est parti pour le sport face à la République démocratique du Congo, comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. C'est l'opération rachat pour le Sénégal, annonce le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui promet un beau spectacle aux supporters. Le sélectionneur Aliou Cissé, pour sa part, annonce Nampalys Mendy, Pape Gueye et Sanganté, incertains pour la rencontre. Nous l'écoutons. C'est vrai, demain, il va falloir mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de responsabilité sur les épaules de certains joueurs. C'est tout à fait normal. Je pense que sur les derniers matchs amicaux, on a commencé à le faire, où le coach a fait tourner l'équipe, où il a montré aussi aux jeunes joueurs qu'ils avaient la capacité et le droit de jouer titulaire aussi. Ils l'ont montré, ils l'ont très bien montré. Maintenant, demain, en match officiel, ça va être autre chose. Mais je pense qu'ils ont la place. Ils ont la place pour faire du bon travail demain. Ils ont la place pour montrer qu'aussi c'est des grands joueurs et jouer dans les meilleurs clubs en Europe et partout dans le monde. Voilà, l'état d'esprit est positif. On sait qu'à cette CAN-là, on avait des objectifs qui étaient très hauts. On les a pas atteints. On a été très déçus à la sortie de cette CAN. Je pense qu'on a eu du mal un peu à la digérer. On a dû se ressembler sur 2 matchs amicaux pour pouvoir remettre les idées en place. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus que motivés. On a envie de montrer à tous les Sénégalais qu'on est là pour eux, qu'on a envie de leur faire plaisir. Demain sur le terrain, je pense que vous verrez beaucoup d'intensité, beaucoup d'acharnement. Le groupe a de la qualité et de la polyvalence. On a vraiment de très bons joueurs capables de jouer dans n'importe quelle position. Donc oui, nous avons bien travaillé pendant ces 10 jours-là pour justement travailler l'amélioration du jeu sur le plan offensif, aussi sur le plan défensif. Mais Nampalys a senti une douleur derrière le mollet. On a préféré le préserver. Idem pour Pape Gueye aussi, qui était en délicatesse aussi avec, je crois, sa cuisse. Sangaté, c'est la même chose aussi. Je pense qu'il a quelques délicatesses aussi, quelques problèmes avec ses mollets. Mais dans l'ensemble, je pense que le groupe est au complet. Bloc d'équipe compacte, intensité et efficacité, les clés pour battre la République démocratique du Congo ce jeudi au stade Maître Abdoulaye Wade, selon notre consultant, l'entraîneur de football, Lamine Conté. Ce dernier demande aux Lions d'acculer les Léopards et au sélectionneur Aliou Cissé de faire plus confiance à Nicolas Jackson pour suppléer Sadio Mané blessé. Le reportage est signé Chersali Boudjara. Face à la République démocratique du Congo, le Sénégal est attendu pour donner un signal fort et conserver son leadership dans le groupe B des éliminatoires du Mondial 2026. Il passe par placer haut le bloc d'équipe. Il faut tout de suite peut-être essayer de mettre la pression sur le Congo, essayer de favoriser le bloc haut pour empêcher à cette équipe congolaise de développer. Ils ne sont pas très adroits dans la relance et si on les prend très haut, des failles peuvent survenir et nous savons que notre équipe est capable de jouer en anticipation et à intercepter les balles dans les vestiaires et trouver le but. Ça, je crois que c'est la meilleure formule qu'il faudrait peut-être employer pour tout de suite se défaire de cette équipe du Congo, qu'il faudra prendre très au sérieux. Donc maintenant, Aliou a peut-être certaines difficultés ou certaines préoccupations par rapport à son effectif. Mais bon, c'est un groupe qu'il connaît. Un duel Lion-Léopard sans la présence de Sadio Mané. Une absence pas bouleversante pour le jeu des protégés du sélectionneur Aliou Cissé. Sadio sera remplacé numériquement, mais structurellement, c'est par rapport aux phases de jeu ou aux séquences de jeu que les animations nous permettront d'être en 3-5-2 ou 5-4-1 en phase de reconversion ou bien de jouer carrément en 4-4-2. Et si j'étais Aliou, moi je construirais toutes mes approches offensives autour de Jackson. Avec peut-être Chérif Ndiaye, un couplage ne serait pas mal vu. Ismaël Sarr, c'est une inconstance qui me dérange, mais Ismaël, il faut compter sur lui parce que sa percussion, sa vitesse, c'est toujours un atout majeur. Créer une densification du terrain pour créer un jeu rapproché avec transition rapide et des projections rapides dans le dos de la défense congolaise ou dans les espaces intermédiaires. Sénégal, République démocratique du Congo, prévu ce jeudi au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à partir de 19h. Une occasion pour les Lions de signer un deuxième succès dans ces éliminatoires du Mondial 2026.
Merci beaucoup à Cher Salibou Diarra et merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé, mais l'actualité se poursuit. Tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info avec Abdoulaye Der qui reçoit M. Sarro, secrétaire général du Médiateur de la République, et c'est pour parler de la contribution du Médiateur de la République aux assises de la justice. Voilà, vous savez tout. Excellente suite des programmes en notre compagnie.